au dîner de fiançailles de ma cousine Tessa. Elle a levé son verre, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'espère ne jamais finir comme elle, célibataire avec un enfant ». La salle a éclaté de rire. Pas un rire poli, un vrai rire franc, comme si elle venait de dire la chose la plus drôle de la soirée. Mon oncle Reuben a frappé sur la table et a ajouté « Les hommes ne veulent-tu pas de bien d'occasion? C'est juste comme ça. » Même ma propre mère a laissé échapper un petit rire en attrapant son verre de vin. Je suis resté figé, le visage en feu, le cœur battant, essayant de faire comme si ça ne me touchait pas. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Dylan, le fiancé de Tessa, s'est levé. Il ne souriait pas. Il n'a rien dit au début. Il a juste traversé lentement la pièce vers moi. Le rire s'est tu. Les chaises ont cessé de bouger. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Chaque personne dans la pièce s'est tournée vers lui. Et Dylan a dit « Je pense qu'il devrait en savoir quelque chose ». La pièce est devenue complètement silencieuse. J'avais reçu l'invitation 1 mois avant le dîner. Un carton crème, lettres dorées, totalement extravagant. Venez célébrer les fiançailles de Tessa Rowan et Dylan Hart. Je l'ai regardée longtemps avant de la poser à côté d'une pile de factures impayées. Tessa et moi ne nous étions pas parlé depuis plus de 6 mois, pas depuis qu'elle avait fait une blague à une baby shower sur le fait que je collectionnais les couches et les mauvaises décisions. J'avais ri à l'époque pour garder la paix, mais cette remarque m'était restée sur l'estomac comme une pierre. Je n'étais pas certaine de pouvoir supporter toute une soirée entourée de gens qui me voyaient encore comme un avertissement pour adolescente, alors que j'avais 32 ans, que j'élevais mon fils seul, que je travaillais 2 emplois et que je faisais tenir notre petit appartement grâce à des missions en freelance tard dans la nuit et à des prières. J'ai failli ne pas y aller, mais ma mère m'a appelé 3 fois la veille. C'est la famille de Tessa, Saria. Souris, mange un peu, montre-toi. Ce n'est qu'une soirée. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Ne fais pas de vagues. Ne mets personne mal à l'aise. Fais-toi discrète. Alors j'ai mis la plus belle robe que j'avais, qui datait de 2 ans et que j'ai à peine réussi à fermer. J'ai emprunté des chaussures à ma voisine. J'ai laissé Milo choisir le collier que je porterais. Il a choisi un petit cœur en argent qui, selon lui, ressemblait au sien. Quand nous sommes arrivés, je pouvais déjà sentir la tension cachée derrière les arrangements floraux et les faux sourires. Le restaurant était chic, une salle privée, lumière tamisée et musique douce, vin coûteux alignés comme des trophées. Tout le monde portait l'élégance comme une armure. Tessa flottait dans la pièce dans une robe en soie, ajustée, et trop de parfum. Elle m'a embrassé sur la joue, comme si j'étais une tante lointaine. « Je suis si contente que tu sois venue », a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu es venue accompagnée ou juste avec Milo ?»« Juste Milo », ai-je répondu. « Oh », a-t-elle dit avant de se tourner pour saluer quelqu'un d'autre. Milo a été envoyé à la table des enfants avec un cahier de coloriage et des nuggets de poulet. J'étais assise au bout de la longue table drapée de blanc, entre ma mère et ma tante Valérie, qui a passé les 10 premières minutes à me montrer des photos des costumes d'Halloween de son chien. J'ai balayé la table du regard. Mon oncle Reuben, le père de Tessa, en était déjà à son 3e verre. Ma mère semblait vouloir rester invisible depuis notre arrivée. De l'autre côté de la pièce, Dylan se tenait tranquillement au bar, discutant avec son frère cadet. Je remarquais comment il vérifiait souvent son téléphone, comment son sourire semblait forcé. Il était évident que la soirée était organisée pour elle. Tessa rayonnait sous les projecteurs, jouant de son charme avec aisance. Elle avait toujours su faire rire les gens. Lorsque les entrées sont arrivées, ma mère s'est penchée et a chuchoté « Baisse la tête, tu es jolie. » Jolie. Pas belle, pas forte, juste jolie. Comme si c'était le plus grand compliment qu'elle pouvait me faire. J'ai hoché la tête. J'ai essayé de profiter du repas. J'ai essayé de respirer malgré les silences gênants et les regards furtifs de certains parents qui semblaient encore penser que mon fils était une tache sur l'arbre généalogique.
J'ai fait la conversation, j'ai ri quand il le fallait, j'ai passé le beurre, mais à l'intérieur, je retenais mon souffle. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse, pas vraiment, mais je ne m'attendais pas non plus à ce qui allait suivre. Quand le plat principal fut débarrassé et les verres à nouveau remplis, Tessa se leva. Elle leva sa coupe de champagne et tapa dessus avec sa fourchette. Elle attendit que tout le monde se taise. Je pensais que ce serait un toast classique. Amour, gratitude, quelques blagues maladroites sur les préparatifs du mariage. Je n'étais pas prête à entendre ce qu'elle allait vraiment dire. Je n'étais pas prête à la façon dont la salle allait rire. Et je n'étais surtout pas prête à ce que Dylan allait faire ensuite. Tessa tapa son verre avec une fourchette en argent et sourit comme si elle était sur scène. Elle attendit que la pièce se taise, tous les regards sur elle, se nourrissant de l'attention. Dylan était assis à côté d'elle, silencieux, les mains croisées. Je vis ses yeux se tourner vers moi une seconde, puis revenir à la table. Il avait l'air fatigué. Tessa leva son verre. « Merci à tous d'être ici ce soir. Je n'arrive pas à croire que je vais épouser quelqu'un comme Dylan. Il est patient, intelligent, et surtout, il me supporte. » La salle éclata de rire. Sa voix était fluide, maîtrisée, confiante. « Mais vraiment, j'espère juste que notre mariage durera. Je détesterais finir comme certaines personnes. » Elle tourna la tête légèrement vers moi. Juste assez. Il y eut un silence. Je veux dire, célibataire à 30 ans avec un enfant. Elle rit. La salle explosa. Pas quelques rires gênés, un vrai fou rire. Ma tante essuya même ses yeux. Reuben tapa sur la table, haletant de son propre trait d'esprit avant même de l'avoir dit. « Les hommes ne veulent pas de biens usagés, dit-il. C'est comme ça. On ne peut pas échanger une voiture cabossée et espérer en tirer le prix fort. » Mon estomac se noua. Je regardai ma mère. Elle esquissa un faible sourire et attrapa son verre de vin. Je voulais disparaître. Je fixai mon assiette vide, les mains sur mes genoux, agrippant ma serviette si fort qu'elle s'était froissée en un nœud. Je pouvais sentir tous les regards glisser vers moi. Pas assez longtemps pour que ce soit une confrontation, juste assez pour confirmer la blague. J'étais la blague. Je pensais à Milo, à quelques mètres, dessinant joyeusement un vaisseau spatial sur une serviette. Il n'avait rien entendu. Il ne savait pas qu'il parlait de sa mère comme d'une robe de seconde main dans un bac de solde. Tante Valérie se pencha vers moi et murmura « Oh chérie, elle ne pensait pas à mal. Tessa aime juste attirer l'attention. » Juste de l'attention. Non, c'était du venin dans une flûte en cristal, servi avec le dessert. Je me suis redressé, refusant de leur laisser voir le moindre sursaut. Mes joues brûlaient, mon cœur battait si fort que je n'entendais presque plus la musique de fond. J'ai jeté un coup d'œil vers Dylan. Il regardait ses mains. Sa mâchoire était serrée. Il ne riait pas. Tessa, elle, continua comme si de rien n'était. Elle lança encore quelques blagues, cette fois sur le fait qu'elle avait obligé Dylan à se débarrasser de sa console de jeu et qu'il ne survivrait jamais au mariage sans elle. Les rires étaient matés plus faibles maintenant. Quelques personnes semblaient mal à l'aise. Ma mère jouait avec son bracelet. Personne ne disait rien. C'était ça, le pire. Personne ne disait rien. Ils riaient parce que c'était plus facile. Parce qu'il est plus simple de rire de la femme qui n'a pas fait comme il faut. Celle qui a eu un enfant sans mari. Celle qui est venue seule. Celle qui ne sourit pas assez grand ou qui ne joue pas le jeu. J'ai pensé à me lever. J'ai pensé à attraper Milo, à lancer une remarque cinglante et à partir. J'avais déjà les mots sur le bout de la langue, quelque chose comme « Au moins, j'ai élevé un être humain pendant que tu postais encore des photos en bikini pour avoir de la validation. » Mais je ne l'ai pas dit. Je l'ai avalé. Je suis restée assise là, laissant la chaleur grimper de ma poitrine à mes oreilles. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé que je n'étais là que pour une seule soirée, que je rentrerais à la maison, que je borderais Milo
et que je ne penserai plus jamais à ces gens-là. Puis Dylan s'est levé. Il n'a rien dit au début. Il a simplement reculé sa chaise et contourné la table. Tout le monde s'est arrêté. Tessa a cligné des yeux. Reuben a attrapé son verre. Ma mère fixait ses genoux. Dylan est venu jusqu'à moi. Le son dans la pièce s'est aplati, comme si tout l'oxygène avait été aspiré. Il m'a regardé, puis il a regardé la table, pleine de gens, la famille qu'il s'apprêtait à intégrer. Et alors il a parlé. « Je pense qu'il devrait m'en savoir quelque chose », a-t-il dit. Personne ne bougea, personne ne rit. À cet instant, tout bascula. Les mots de Dylan tombèrent dans l'air, comme une pierre dans l'eau calme. Je pense qu'il devrait savoir quelque chose. La pièce ne s'est pas seulement tue, elle s'est figée. Chaque tintement de fourchette, chaque petit rire nerveux, chaque mouvement s'est arrêté net. Ma cousine Tessa cligna des yeux, confuse, incertaine si c'était un discours surprise auquel elle n'avait pas consenti. Mon oncle Reuben baissa son verre. Ma mère se tourna légèrement, me regarda enfin au lieu de me fuir. Je ne pouvais plus respirer. Dylan était juste à côté de moi maintenant. Pas derrière, pas à l'autre bout de la table, juste là, tout près. Assez proche pour que je voie sa mâchoire crispée. Je m'attendais à plus d'humiliation. Peut-être allait-il approuver les autres. Peut-être allait-il dire quelque chose dont je ne me remettrai jamais. Il m'a regardé, non pas avec pitié, ni avec honte, mais avec autre chose. Quelque chose de solide. Puis il s'est tourné vers le reste de la pièce. « Je ne pense pas pouvoir rester assis ici à laisser cela continuer, » dit-il. Sa voix était calme, mais nette. Pas forte, mais suffisamment claire pour que personne n'ose parler par-dessus. « Tessa, » dit-il en la regardant maintenant. Ce n'était pas une simple blague. C'était cruel. Elle ouvrit la bouche, mais il leva la main. « Il faut que je dise ça. » Ses yeux parcoururent la pièce. « Vous riez tous de Saria, comme si c'était un échec, comme si sa vie était un exemple à ne pas suivre. Mais ce que vous ne savez pas, ce que vous refusez de voir, c'est qu'elle est la personne la plus forte dans cette pièce. » Mon cœur battait à tout rompre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je sentais une vingtaine de regards braqués sur moi, mais Dylan ne fléchit pas. Il continua. « Il y a 2 ans, quand j'étais au plus bas de ma vie, Saria m'a aidé. Pas seulement avec des pistes de boulot ou des encouragements, mais avec un vrai soutien. Elle m'a donné de son temps, de son énergie, de sa gentillesse. Quand personne d'autre dans cette famille n'a même remarqué que je n'allais pas bien. Les gens commencèrent à bouger dans leurs sièges. Le sourire de Tessa avait disparu. Les mains de ma mère étaient serrées sur ses genoux. Quand j'ai perdu mon boulot dans la tech, je suis tombé en dépression. J'ai commencé à boire de trop. Tessa m'a dit de me ressaisir. Son père m'a dit d'arrêter d'être faible. Mais Saria prenait de mes nouvelles chaque semaine. Elle m'a aidé à refaire mon CV. Elle m'a mis en relation avec quelqu'un avec qui elle avait travaillé. Elle a même gardé ma nièce quand ma sœur a été opérée, juste pour que je puisse aller à des entretiens. Elle n'a jamais rien demandé. Elle ne cherchait pas à être remerciée. Elle était juste là. Il se tourna de nouveau vers moi. « Tu ne me connaissais pas bien, mais tu as vu que je me noyais et tu m'as tendu la main. » Ma gorge se serra. Pas de honte cette fois, mais d'incrédulité. Dylan se tourna de nouveau vers la table. « Alors quand vous vous moquez d'elle, quand vous la réduisez à un stéréotype, quand vous agissez comme si elle était cassée ou usagée, ou peu importe l'ignominie que Reuben a dite, vous n'insultez pas une figure abstraite. Vous insultez la personne qui m'a aidé à me relever. Vous insultez le genre de femme que je souhaiterais voir plus souvent dans ce monde. » Tessa se leva. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis honnête, » répondit Dylan. « J'ai enduré assez de sourires forcés et de compliments creux ce soir, mais je ne vais pas rester là à te regarder détruire quelqu'un de bien juste pour te sentir supérieur. » Le visage de Tessa se durcit. « Tu essaies de m'humilier ?»« Non, » dit Dylan. « Tu t'es humiliée toute seule.
Quelques personnes baissèrent les yeux vers leurs assiettes. Le visage de mon oncle était rouge écarlate. Ma mère avait l'air de vouloir disparaître. Personne ne bougeait. Personne ne disait un mot. Dylan me regarda à nouveau. « Tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. Je voulais dire quelque chose. Merci. Ou peut-être, je vais bien. Mais je n'ai pas pu. J'ai simplement hoché la tête. C'était tout ce que je pouvais faire. » Dans une pièce remplie de gens qui prétendaient pas m'aimer, Dylan était le premier à réellement me défendre. Pas en privé. Pas plus tard par message. Là, à cet instant, quand ça comptait. L'air avait changé. L'histoire avait basculé. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me ratatinais plus dans ma chaise. Personne ne bougea. La pièce resta suspendue dans ce silence épais, insoutenable, après que Dylan eut terminé. J'entendais le bourdonnement des lampes au plafond. Quelque part au loin, un serveur fit tomber un plateau. Personne ne rit. Personne n'osa. Tessa était toujours debout, fixant Dylan comme s'il venait de la gifler. Tessa resta figée, le visage durci, les joues rouges, non pas de gêne, mais de colère. Elle balaya la table du regard, cherchant quelqu'un pour la défendre, pour détourner l'attention. Mais personne ne bougea. Oncle Reuben marmonna finalement. « Il est juste émotif, ne le prends pas mal. » Dylan ne broncha pas. Il fixa toujours la pièce. « Tu veux parler d'émotion ? Très bien. Parlons de ce que ça implique vraiment d'élever un enfant seul. D'avoir 2 boulots, d'être là pour quelqu'un même quand ce n'est pas pratique. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la force. » Tessa croisa les bras. « Tu insinues que tu as des sentiments pour elle ?» Dylan la regarda comme s'il ne la reconnaissait plus. « J'insinue que je l'admire, que je la respecte. Et si tu passais moins de temps à jouer à la perfection, tu comprendrais pourquoi ça compte. » Ces mots résonnèrent et plus fort que tout. Ce n'était plus juste à propos de moi, c'était à propos de vérité. Quelqu'un osait enfin briser ce jeu cruel fondé sur les apparences. Ma mère ouvrit la bouche, puis la referma. Elle me regarda avec ce qui ressemblait à de la culpabilité ou une prise de conscience tardive. Elle qui m'avait toujours dit de me taire, de pardonner, de sourire. Je n'attendais pas d'excuses. Ni de Tessa, ni de Reuben, ni même de ma mère. Mais je sentais que quelque chose avait changé. Une brèche. Puis Dylan se tourna vers moi. Il ne me toucha pas. Il ne prit pas ma main. Il resta simplement là, debout, avec une présence calme et forte. « Tu mérites mieux que ça, » dit-il. Je soutins son regard. Et je me levai. Lentement, mais fermement. Je vis tous ces visages qui, pendant des années, m'avaient défini par une seule décision. Comme si un chapitre effaçait toute une vie. Tessa restait muette. Ma mère ne disait rien. Reuben buvait comme si de rien n'était. Mais je n'avais plus peur. Je rejoignis Milo, toujours concentré sur ses dessins. Je lui souris. « On y va ?» Il hocha la tête. « On rentre à la maison ?»« Oui, » répondis-je. Dylan s'écarta pour me laisser passer, m'adressa un signe de tête. « Pas un adieu, un message. Tu as été vu. Tu comptes. Tu n'avais pas tort. » Je jetai un dernier regard derrière moi. Personne ne riait. Tessa était figée. Reuben fuyait dans son téléphone. Ma mère fixait son verre. Je n'avais plus besoin d'approbation. En partant, droite, sans honte, je disais ma vérité. Dehors, l'air était différent. Pas plus froid, juste plus léger. Comme si le poids que je portais ne m'appartenait plus. Milo marchait devant moi, agitant son dessin comme un drapeau. Je le regardais et pensais à tout ce qu'il m'avait fallu pour élever un enfant heureux dans un monde qui me jugeait. J'avais longtemps vu ma vie à travers ce que j'avais perdu. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Pas par colère, ni par fierté, par clarté. Je n'avais pas besoin d'un homme pour me valider, ni de ma famille pour me donner une valeur. Dylan ne m'avait pas sauvé. Il m'avait vu. Et en me voyant,
il avait obligé les autres à faire de même. Ce n'était pas juste une défense, c'était une rupture, une cassure dans ce système qui dit qu'une femme seule a échoué, qu'une mère indépendante est égoïste. Ma mère m'a envoyé un message plus tard. « Je suis désolé. Ça ne réparait rien, mais c'était un début. Tessa, elle, n'a jamais écrit. Et c'est très bien comme ça. Je n'attends plus rien d'elle. J'ai arrêté de mesurer ma valeur dans les yeux des autres. Ce que j'ai fait, ce soir-là, c'est m'accorder la permission de partir, de quitter une table où je n'étais pas respecté, de me tenir droite et de savoir que, quoi qu'ils disent, j'ai gagné. Pas parce que je suis parfaite, mais parce que je n'ai jamais abandonné. Si tu as déjà été celle dont on se moquait derrière un sourire, celle qu'on réduisait à une seule erreur, tu n'es pas abîmée, tu n'es pas en retard, tu es suffisante telle que tu es. Tu as le droit de partir, de recommencer, de dire ta vérité sans t'excuser. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu fais de ton mieux, et c'est déjà beaucoup.